C'était comme se féliciter de l'ultime soupir d'un mourant. Elle détestait ce statut de survivante. Pendant des mois, elle aurait préféré rejoindre son père et sa mère. Il lui était inconcevable, à 12 ans, d'avancer sans eux. Elle se sentait comme amputée. Enfin, il faut préciser une dernière chose. Juste avant l'accident, juste avant que la voiture se fracasse sur un arbre, ses parents s'étaient disputés. Ils avaient quitté la vie en s'invectivant, probablement à cause d'un commentaire dérisoire et mal interprété. Au début de son adolescence, Mélanie rencontrait l'absurde mêlé au tragique. Elle fut alors contrainte d'aller vivre chez la grande sœur de sa mère, une tante peu encline à donner de l'amour. Pourtant, il n'était pas difficile de se laisser gagner par l'empathie face à une enfant qui venait de traverser un tel drame. Certains tempéraments humains, allez savoir pourquoi, sont incapables de franchir la frontière de la tendresse. Cette nouvelle vie prit rapidement la tournure d'une impasse affective. Les conversations devinrent de plus en plus courtes, puis quasi inexistantes, d'immenses espaces vides de mots. Le mari de la tante, commercial dans l'ameublement des cafés-restaurants, était rarement présent. Son métier était une bouée de sauvetage, un merveilleux alibi pour fuir un foyer sans vie. De temps à autre, il rapportait de ses déplacements des petits cadeaux pour Mélanie. En échange, il attendait de la jeune fille un câlin qu'elle jugeait un peu trop insistant. Cet homme la dégoûtait. Le couple avait un fils de 22 ans qui n'habitait plus avec ses parents et ne venait pratiquement jamais les voir. Lors de ses rares visites, il jetait un regard compatissant mais distant sur sa cousine, comme s'il ne voulait pas créer trop de liens avec elle pour éviter d'être encombré par la culpabilité. Il préférait demeurer dans cette zone indolore qui confine à l'indifférence. L'adolescence de Mélanie se passa dans une sensation d'oppression croissante, jusqu'à son départ, dès l'obtention de son bac. Elle ne revit jamais son oncle et sa tante. Elle eut beaucoup de mal à construire des relations durables. Désespérément seule, elle avait tendance à abuser de la drogue et de l'alcool. Elle riait toujours un peu trop fort, comme pour effrayer la tristesse qui la suivait partout. Après avoir enchaîné des petits boulots pendant des années, elle trouva un emploi de serveuse à Montmartre avec des horaires fixes. Cela aurait pu être le début d'une vie stable. Il n'en fut rien. Un soir, elle coucha avec un collègue et tomba enceinte. Il lui arrivait fréquemment d'oublier de prendre sa pilule contraceptive. Dès qu'il fut au courant, l'homme lui demanda d'avorter. Ses arguments se faisaient de plus en plus brutaux à mesure que les jours passaient. Elle rencontrait en général des sales types. Cet enfant était son espoir. Son désir de maternité se révélait avec une intensité qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Bien sûr, elle aurait voulu faire les choses différemment, fonder une famille, mais elle se figurait qu'elle n'aurait pas droit à un destin traditionnel. Il y avait presque une forme de logique dans la continuation du désastre. Elle finit par quitter son travail et disparaître. Le géniteur n'aurait plus de nouvelles. Mélanie déménagea dans un immeuble de 8 étages en banlieue parisienne. Après l'accouchement, elle fut embauchée comme secrétaire dans un laboratoire d'analyse médicale. Fallait-il voir une quelconque ironie dans cette réorientation professionnelle ? Le jour des 5 ans de Gustave, elle fit un malaise, suivi par d'autres. On lui recommanda une série d'examens médicaux dont le résultat fut tragique. On lui diagnostiqua un cancer du pancréas. Elle n'avait pas encore 30 ans, mais elle payait peut-être les années à abîmer son corps. Ou bien était-ce la fatalité ? Le bonheur n'était pas pour elle, ni aujourd'hui, ni jamais. Alors qu'elle avait toujours été si forte, Mélanie pleura pendant des nuits entières. La mort ne lui faisait pas si peur que cela, mais elle pensait à son fils, à ce petit visage de 5 ans, à cette vie encore à l'abri de la barbarie des jours. Hors de question qu'il se retrouve comme elle chez sa tante, sa seule famille. Cette simple éventualité la plongeait dans un effroi insupportable. Elle jeta ses dernières forces dans la préparation de l'avenir de Gustave, puis elle lui écrivit une longue lettre pour plus tard.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.